Bonjour, nous aborderons dans cette vidéo l'impact que peut avoir la douleur sur le mouvement. Il vous paraît, j'imagine, assez évident qu'une douleur d'origine tendineuse, musculaire ou articulaire affecte vos mouvements. L'exemple qui vient spontanément à l'esprit est la boiterie consécutive à une entorse de la cheville. Mais les modifications du mouvement ne sont pas toujours aussi visibles. Et de manière surprenante, les mécanismes à l'origine de ces adaptations sont encore peu compris. Il paraîtrait logique d'étudier les effets de la douleur sur des patients atteints de douleurs chroniques. Seulement, ces patients présentent souvent des lésions musculaires ou cartilagineuses associées, ainsi qu'un déconditionnement musculaire. Pour dissocier les adaptations du mouvement liées à la douleur de celles induites par l'altération des structures anatomiques, les études sont souvent réalisées chez des sujets sains, chez qui on induit expérimentalement une douleur. Le moyen le plus répandu est l'injection d'une solution saline hypertonique, de l'eau salée, dans le muscle, le tendon ou l'articulation. Cette injection entraîne une sensation de douleur quasi immédiate, mais de courte durée, entre 5 à 10 minutes. Certaines théories sur la douleur proposent que le mouvement s'adapte pour réduire la contrainte dans le tissu douloureux, par exemple le muscle, et ce pour diminuer la sensation de douleur et protéger ce tissu. Limiter l'utilisation du tissu douloureux paraît logique, et pourtant ces théories ne permettent pas d'expliquer l'ensemble des adaptations du mouvement observées en présence d'une douleur. En utilisant la technique d'électromyographie, que l'on a présentée en semaine 1, il est possible d'étudier l'effet d'une douleur expérimentale sur l'activation d'un muscle ou d'un groupe de muscles. L'utilisation de cette technique a conduit à des résultats contradictoires. Bien que certaines études rapportent effectivement une diminution de l'amplitude du signal électromyographique du muscle douloureux, et donc une diminution de son activation, d'autres ne rapportent aucun changement. Par exemple, nous avons conduit une étude dans laquelle nous avons induit une douleur dans un des 4 muscles du quadriceps pendant que les individus réalisaient une extension de la jambe. En accord avec les prédictions de la plupart des théories sur la douleur, on s'attendait à observer une diminution de l'activation de ce muscle lorsqu'il devenait douloureux, et ce, dans le but de le protéger et de limiter la sensation douloureuse. Puisque chacun des 4 muscles du quadriceps peut produire une extension de la jambe, il est en effet théoriquement possible de réduire l'utilisation du muscle douloureux en augmentant la contribution d'un ou de plusieurs des 3 autres muscles. Mais la réalité est plus complexe. Aucune adaptation systématique n'a été observée. Le résultat précédent est surprenant, notamment lorsque l'on repense aux sportifs qui boitent à la suite d'une entorse de la cheville. Il semble effectivement assez évident que l'on adapte nos mouvements pour protéger le tissu douloureux. Alors pourquoi le résultat observé ne confirme-t-il pas cette hypothèse? Ne révèle-t-il pas tout simplement une limite expérimentale? Par exemple, l'injection d'une solution saline hypertonique reproduit-elle fidèlement la douleur musculo-articulaire? Enfin, à quoi bon s'adapter puisque les individus ont été informés que la douleur ne durerait que 10 minutes? Même si toutes ces questions méritent d'être posées, les chercheurs se sont tournés vers une autre explication, la simplicité de la tâche qui consistait à une extension de la jambe. Cette étude a donc été reproduite lors de tâches impliquant un nombre plus important de segments, de muscles et donc de possibilités de compensation. Comme vous le voyez ici, un squat sur une jambe et un squat sur 2 jambes. Et de manière intéressante, il a été montré que la force produite par le muscle douloureux diminue bien lorsque le sujet réalise un squat sur 2 jambes. Cette chute de force est compensée par une augmentation de la force produite par l'autre jambe, c'est-à-dire la jambe non douloureuse. Ce résultat démontre que le mouvement s'adapte bien pour réduire la contrainte dans le tissu douloureux, mais que cette adaptation n'est pas tout le temps possible. Cela dépend, entre autres, des possibilités de compensation offertes par la tâche. De la même manière que certaines études suggèrent l'existence d'une signature individuelle du mouvement, d'autres suggèrent qu'il existe une signature ou une stratégie individuelle d'adaptation à la douleur. En d'autres termes, chaque individu adopterait sa propre stratégie d'adaptation. Par exemple, quand une douleur est induite expérimentalement dans un muscle de la région lombaire au cours d'une tâche de flexion-extension du tronc, la quasi-totalité des individus protègent leur rachis en rigidifiant leur tronc. Cependant, les stratégies de coordination musculaire, c'est-à-dire les muscles utilisés pour arriver à ce même résultat mécanique, varient d'un individu à l'autre.
De la même manière, lorsqu'une douleur est induite dans le mollet lors de la marche, les individus adoptent des compensations musculaires très différentes. Certains ne modifient quasiment pas leur coordination musculaire, alors que d'autres adoptent des coordinations très différentes, aboutissant à une forte boiterie. Les raisons de ces différences ne sont pas encore connues. Certaines études suggèrent que des paramètres psychologiques, tels que la peur de la douleur, puissent expliquer certaines différences observées entre les individus. Plusieurs théories sur la douleur suggèrent que les adaptations du mouvement évoquées plus haut sont bénéfiques à court terme, par exemple pour diminuer la douleur ou protéger le tissu douloureux, mais peuvent aussi avoir des conséquences négatives à long terme. Il est probable que pour atteindre l'objectif de réduire la contrainte dans le tissu douloureux, les adaptations du mouvement entraînent une augmentation de la contrainte dans d'autres tissus. La surutilisation de ces derniers les placerait alors dans une situation à risque. De manière générale, le stimulus douloureux permettrait au mouvement de s'adapter à la douleur. Mais la résolution de l'épisode douloureux ne produirait pas nécessairement un stimulus suffisant pour retrouver un mouvement normal. En outre, le système nerveux ne semble pas être en mesure de prédire les conséquences de ces adaptations à long terme, par exemple la surutilisation d'une structure musculaire, articulaire ou tendineuse. En effet, 73% des patients présentant une lombalgie aiguë présentent une récidive de cet épisode dans l'année. Cette observation pose la question de la rééducation du mouvement à l'issue de l'épisode douloureux pour éviter l'installation d'un épisode chronique.